Un jour, on m'a dit, vous avez eu plusieurs vies. Et c'est vrai, j'ai eu plusieurs vies. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 25 ans, je suis un mec. Bon, un mec trans. Et je suis plutôt équilibré, en chemin vers le rétablissement. Et les voix qui ont fait partie de mon quotidien pendant des années ont presque disparu. Elles sont devenues assez anecdotiques. Mais pour cela, il a fallu que je disparaisse presque totalement et que je renaisse. Je dis disparaître presque totalement, je dirais même il a fallu que je meure en fait pour que je renaisse. Il a fallu que celle que j'étais meure pour que Gaspard renaisse. Et tout a commencé dans la mort parce que quand je suis né, ma soeur jumelle est décédée quelques jours après la naissance. Donc tout a commencé dans la mort. Et puis le rappel de la mort est venu quand j'avais 15 ans. J'ai été témoin d'un accident de voiture, pas très grave, mais, euh, mais tout de même cet accident m'a hanté. C'était tout simplement juste un accident de la circulation. J'étais 10 mètres derrière deux copines en sortant d'un cours de sport. Et puis bah elles sont fait renverser par une voiture. Et elles ont été légèrement blessées. Mais moi en fait, même si je n'étais que témoin, ça a produit comme une déflagration dans mon psychisme. J'ai eu un premier épisode de dissociation en voyant la scène. Je l'ai vu comme dans un rêve. Ensuite, il s'est passé quelques minutes pendant lesquelles je sais pas trop ce qui s'est passé. Et après, l'idée de la mort et l'idée de l'accident en boucle, l'idée que mes meilleurs potes s'étaient fait renverser par une voiture, qu'elles ont failli mourir, est restée en boucle dans ma tête. C'était des pensées incessantes sur l'accident, ou bien des voix. Enfin, j'interprète aujourd'hui ça comme les premières voix. Comme ça, les pensées en boucle, me refaire l'accident en boucle, revoir la scène en boucle de façon vivide. Et c'est là qu'en fait j'ai commencé à me refermer sur moi-même, que mes notes ont baissé, que j'ai fait de l'évitement aussi, que je me suis arrangé pour ne plus repasser sur la scène de l'accident, c'est-à-dire en évitant le cours de sport. Donc j'étais assez mal pendant cette première année, enfin pendant cette année de seconde. Donc du coup je passe une année de seconde où je suis plutôt très refermé sur moi-même, je pense en boucle à l'accident. Et, euh, et donc voilà, j'ai ces images en boucle. Est-ce que c'est des flashbacks? Est-ce que c'est des images plutôt hallucinatoires? Je ne sais pas, ça pourrait être un peu des deux. Et à ce moment-là, j'ai pas vraiment de prise en charge psychologique parce que ma mère considère que c'est un événement assez anodin, comme tout le monde d'ailleurs. Et donc l'année se continue comme ça. Ensuite, le lycée continue, il y a un mieux. Euh, mais en fait, la véritable descente aux enfers avec les voix et la psychiatrisation commence plutôt quand j'arrive en prépa. Euh, Au début, je me rappelle que j'entends les premières voix. Et dans mon cas, les voix ont toujours été intrapsychiques, c'est-à-dire que c'est des pensées dans ma tête qui ont une voix, une sonorité différente de mes propres pensées et qui s'imposent à moi et dont je ne veux pas. Et j'entends cette première voix suite à un échec en prépa, un échec à une dissertation. Tout simplement parce que les voix et mon anxiété ont toujours été très liés à ma réussite scolaire. Et donc cette voix que j'entends, c'est aussi c'est toujours, c'est là, c'est la voix de la mort qui me dit je vais me suicider, je vais me jeter sous le train. Tout en sachant qu'à l'époque, je ne suis pas suicidaire et que j'ai pas vraiment envie de me jeter sous le train pour un échec à une dissertation. Mais c'est les premières occurrences des voix morbides. Ça continue comme ça pendant au fil les années de prépa avec une anxiété très très forte et des voix morbides qui se font de plus en plus régulières. Je mets le doigt dans l'engrenage de la psychiatrie à la fin de ma deuxième année de prépa parce que tout simplement mon anxiété est très très importante, que j'ai ces voix morbides dans ma tête qui me disent de me faire du mal, parce que l'anxiété fait que ça m'arrive de m'automutiler, ou alors de faire des crises de violence envers moi-même. La psychiatrie commence comme ça, par un entretien avec un psy au CPOA de Sainte-Anne, qui lui à l'époque me diagnostique un trouble anxieux généralisé. Je ne verbalise pas à l'époque que ce sont des voix,
tout simplement parce que je ne connaissais pas la notion d'hallucination intrapsychique et parce que je n'avais jamais lu de récit d'autres dans ce genre de voix. Donc voilà, on parle d'anxiété généralisée. Il me propose un premier traitement que je refuse. Donc suite à ce refus, je prends plutôt l'option de faire une psychothérapie parallèlement. Donc ça c'est à la fin de ma deuxième année de prépa et je décide de faire une troisième année de prépa par orgueil parce que j'ai raté le concours et que je me dis que l'année d'après je pourrais peut-être le réussir. Enfin, avoir un résultat un peu mieux. Donc je recommence une année de prépa et puis l'anxiété, surtout ces voix qui me parlent de la mort, du fait que je vais mourir, que je vais me faire du mal, euh, sont de plus en plus fortes et atteignent un niveau assez insupportable quand j'arrive dans cette troisième année de prépa, notamment parce que la pression scolaire est très très élevée et que la pression scolaire a toujours été un trigger pour moi. Je vais voir ma généraliste, on essaye un antidépresseur. 2 semaines après le début de l'antidépresseur, je fais une crise suicidaire à l'aide d'aller à un concours blanc où je manque de faire une TS. Donc là, elle me fait arrêter l'antidépresseur et me dit de voir un psychiatre. Ce que je ne fais pas, influencé à l'époque par mes parents qui étaient assez contre la médication psychiatrique. Finalement, je suis totalement rongé par l'angoisse et tout simplement les voix me provoquent une anxiété si forte face au travail scolaire imposé par la prépa que ça devient impossible d'y aller. Donc j'arrête la prépa. Quand j'arrête, il y a un mieux, je me sens beaucoup mieux, j'ai moins d'anxiété et moins de voix du coup. Les voix et l'anxiété reviennent quand je retourne à la fac. Quand je retourne à la fac, la rentrée d'après. Et du coup, je passe par des moments où je me retrouve coincé dans des boucles de voix en boucle qui me disent que je vais mourir. Il y a aussi la notion de ce que j'appelle des flashs ou alors des hallucinations plutôt visuelles où ça va être, je vais regarder par exemple les rails du RER et je vais voir et je vais avoir des flashs de moi qui me jette sous les rails ou alors quand je descends les escaliers, des flashs de moi qui tombe dans les escaliers, donc des flashs très morbides et très angoissants avec cette pensée de la mort et du fait que je me suis suicidé qui revient en boucle. Et c'est à ce moment-là environ, c'était au milieu de l'année de fac que l'engrenage de la psychiatrie commence. On teste un premier traitement antidépresseur qui ne marche pas, puis un deuxième. Et donc voilà, pendant plusieurs mois, j'enchaîne différents traitements, différents dosages qui ne changent rien en fait à la situation. Voilà, là à ce moment-là, pendant les premiers mois, j'ai dû essayer genre 3 antidépresseurs différents qui ne marchent pas. Les choses vont de mal en pis. L'anxiété augmente au fur et à mesure. Les voix morbides dans ma tête, toujours, elles sont toujours très envahissantes. Elles sont là du matin au soir. Quand j'essaye de me réveiller le matin, je dois lutter contre ces voix et ces visions morbides à chaque instant. Et c'est très envahissant, c'est très dur. Ça prend des proportions de plus en plus importantes jusqu'à une première tentative de une première petite TS où j'ai surtout moi qui ai peur de ça, qui ai peur que ça aille trop loin et je me sens pas écouté par ma psychiatre de l'époque. Donc je me fais hospitaliser une première fois. Donc dans mon HP de secteur, un HP où en fait il y a quasiment pas de soins. On voit le psychiatre un jour sur deux, ils augmentent mon traitement, ce qui change rien. Et en fait, ça va être un schéma infernal qui va se répéter comme ça, sur un an. C'est-à-dire que c'est-à-dire que je suis hospitalisé, on augmente mon traitement, je sors, ça va mieux au début parce que l'augmentation du traitement fait un petit peu effet au début, et puis hop, je rechute aussitôt. Donc je suis encore hospitalisé une deuxième fois avec l'idée d'essayer un traitement plutôt prometteur pour ce que les psys qualifiaient de TOC à l'époque, parce qu'on m'avait diagnostiqué avec un TOC, avec phobie d'impulsion. Donc on me fait essayer la RTMS, donc une thérapie par stimulation magnétique qui était considérée à l'époque comme la thérapie un peu miracle, que les psys essaient de vendre à tout prix
parce que tout simplement c'est des séances de 10 minutes où on met une bobine avec un aimant sur la tête et qui envoie des impulsions magnétiques. Ce qui constitue un peu l'étape avant les électrochocs, sauf que la RTMS n'a pas d'effet secondaire. Donc moi je suis hospitalisé 15 jours pour essayer cette technique. Et tout simplement rien ne change, ça ne marche pas. Donc là, les psys augmentent l'antidépresseur que j'avais à l'époque et l'antipsychotique que j'avais à la dose maximale, tout en balançant une dose énorme d'anxiolytique. Ce qui fait que, bon, sur le coup, à l'hôpital, l'anxiété se calme parce que je suis totalement shooté. En fait, rien n'avance, et puis, voilà, l'hôpital, c'est quand même un temps où il se passe pas grand chose, et je finis par sortir de cette deuxième hospitalisation au bout de 15 jours, sans voir les effets miraculeux promis par la RTMS, évidemment. Et donc, avec des doses de cheval, d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. Quelques semaines après, je rechute encore une fois enfin, je retombe assez vite en fait dans les idées morbides et les voix morbides quoi. Et donc là, je refais une TS un peu plus sérieuse. Je suis à nouveau hospitalisé à l'HP de secteur. C'est donc un HP où il y a un secteur fermé. Enfin, c'est un HP en fait où les personnes sous contrainte et les personnes hospitalisées volontairement comme moi sont ensemble. Donc les portes sont fermées à clé. Et c'était pendant la période du Covid. Donc j'ai pas pu sortir de ma chambre pendant 3 jours. Enfin presque pas. Le temps que mon test Covid arrive. Et puis donc là je passe en clinique. Donc à ce stade j'ai déjà fait, si on compte les plusieurs hospitalisations, 4 semaines d'hospite. Et puis là du coup on m'envoie dans une clinique où il y a un beau par-dessus quoi. Je veux dire, le cadre est sympathique, il y a des pistes d'activités à faire à la journée, tout ça. Mais c'est un peu comme une maison de repos quoi. Donc j'entre dans cette clinique et mon état s'améliore pas. On essaye le quatrième ou le cinquième antidépresseur. Et puis je vois un peu tous les jours le psychiatre. Et puis au moment je lui dis oui, c'est la voix des tocs qui me dit ça en fait. C'est pas moi qui veux ça. Et je lui dis qu'il y a un double discours dans ma tête. Et en fait, c'est comme ça que je le perçois, c'est-à-dire que c'est pas moi qui veux me suicider ou qui ai ces pensées morbides. D'ailleurs, quand j'ai fait mes TS, j'ai l'impression que c'est sous le coup d'une impulsion en fait. Que c'est pas vraiment moi que le désespoir ou les voix ont pris contrôle de moi. Et c'est lui en fait qui me parle de voix et qui me dit que voilà, j'ai des hallucinations. Et sur le coup, en fait, moi je me sens plus écouté parce que parce que j'avais jamais trouvé de témoignages avec des tocs semblables aux miens, alors que j'avais lu des témoignages de personnes qui entendaient des voix qui voilà qui se rapprochaient de ça. Donc et puis à ce moment-là, je suis totalement épuisé par les voix parce que elles sont constantes, c'est du harcèlement constant dans ma tête avec tu vas mourir en boucle tout le temps. Donc je suis totalement épuisé. Donc j'accepte un antipsychotique très sédatif, le Soliant, puisque de toute façon tous les antidépresseurs qu'on a testés, y compris aux doses maximum, n'ont jamais marché. Et c'est là en fait que ça met les clous sur mon cercueil. C'est-à-dire que c'est là vraiment que commence un peu la désintégration de ma personne en fait. Parce que c'est clair que l'antipsychotique supprime les voix, mais il supprime tout le reste. C'est-à-dire que ma tête est vide, j'ai plus de pensée, j'ai plus rien à dire, je suis totalement apathique. Le psychiatre dit oui, mais vous entendez des voix, et puis en plus votre chambre est en bordel, donc c'est que vous êtes désorganisé, donc vous êtes psychotique. Voilà, c'est ça son diagnostic. Euh, et puis moi sur le coup j'accepte parce que j'en peux plus de tout ça, je veux juste que ces voix et cette anxiété intense s'arrêtent. Et puis mais sauf que derrière à mes parents qui ont toujours été contre la médication psychiatrique et qui comprennent pas en fait tout cet enchaînement d'événements, tout ce qui s'est passé et qui essayent de dire au psychiatre que voilà que je suis pas comme ça et surtout qui constatent la sédation provoquée par le Soliant quand je sors de la clinique au bout de 2 mois,
ils me convainquent d'arrêter. Donc je fais un sevrage sauvage. La psychiatre du CMP qui me suivait à l'époque, qui elle n'avait jamais avalé la thèse de la psychose, baisse la dose, mais moi du coup, même à cette dose-là, je suis quand même très sédaté, donc j'arrête seul. Je casse les cachets en deux, et puis j'en prends un jour sur deux, puis j'arrête. Au début ça va, puis quelques semaines après, je subis un violent effet rebond, c'est-à-dire que les voix reviennent en toute puissance, et là elles ont changé, c'est-à-dire que elles sont assez persécutrices. Le mal ne vient pas seulement de moi, la mort aussi, elle vient des autres. La mort c'est les autres, en fait, les autres vont me faire du mal, les gens dans le métro vont me faire du mal, les gens me suivent dans la rue, ou alors mes parents ont mis du poison dans ma nourriture. Je suis dans une espèce d'entre-deux où j'ai ces pensées très très angoissantes qui me font beaucoup de mal, et de l'autre côté je sais que c'est faux, et j'arrive néanmoins à me raccrocher à la réalité et à essayer de lutter, parce que face aux voix j'ai toujours lutté. Je me suis jamais laissé faire, en fait. J'ai toujours essayé de leur répondre, de dire, bah quand elles me disaient ils vont te tuer, je disais mais c'est qui ils, ou alors je leur disais bah non, personne va me tuer. Ou quand elle me disait bah, que si j'allais à la gare, j'allais me jeter sous le train, j'allais quand même à la gare, et je leur disais bon bah t'as vu, je me suis pas jeté sous le train. Ou alors quand je prenais les escalators et que là j'avais des flashs de moi qui tombaient, ou des gens qui me tombaient dessus dans l'escalator, je restais sur l'escalator en me disant que je n'allais pas me laisser faire par les voix. Donc voilà, j'ai toujours eu ce côté à pas me laisser faire par elles et à pas les laisser prendre totalement le contrôle. Mais la souffrance est telle que voilà, que c'est terrible. En plus, j'ai des douleurs psychosomatiques au niveau du sternum qui sont très fortes, dont les médecins ne trouvent aucune explication physiologique. Je fais le tour des médecins, personne ne voit ce qui cloche. Et donc, finalement, je me dis, bon, bah, peut-être qu'il me faut une thérapie spécialisée pour les personnes qui entendent des voix. Donc, je vais consulter à Sainte-Anne, et dans un service spécialisé pour les entendants de voix qui fait de la remédiation cognitive. Et là, en fait, je raconte à la psy que depuis quelques semaines, bah, j'ai ces idées délirantes. J'ai des flashs où je vois mes membres qui tombent, qui sont extrêmement angoissants. Et du coup, elle me met d'urgence sous Risperdal. Et en parallèle, je change de psychiatre parce que j'avais l'impression que la psychiatre du CMP ne m'écoutait pas, puisque elle persistait à me donner de la Abilify qui marchait pas sur les voies. Et donc, de nouveau, j'accepte la mort, j'accepte la sédation, parce que je me dis, c'est insupportable, je peux pas vivre comme ça. Donc, je vois un autre psychiatre, qui est plutôt un dealer en fait, hein, parce qu'avec lui, il y a 15 personnes dans la salle d'attente, et les séances durent 5 minutes. Donc, en 5 minutes, t'attends l'ordonnance. Donc, ça va, bah oui, ça va. Parce qu'il y a toujours des voix, et comme au début du Risperdal, bah, en fait, dès les premières doses, les idées délirantes disparaissent. Par contre, j'ai toujours un peu de voix. Et moi, en fait, bah, je veux qu'elles disparaissent totalement. Je suis terrifié à l'idée de ce qu'elles m'ont fait faire, à l'idée qu'elles puissent revenir. Donc, je dis oui. Et il ne fait qu'augmenter la dose, jusqu'à ce que j'arrive à 8 mg de Risperdal. Donc 8 mg de Risperdal, ce qui est une dose énorme. La dose maximum pour un adulte, normalement, c'est 6. Et c'est là qu'en fait, je disparais. Je n'ai plus rien à dire, j'ai la tête vide, j'ai perdu mon sens de l'humour, mon sens de la répartie, et voilà quoi, je suis ailleurs. Tous mes amis le remarquent, enfin, on me le dit pas à l'époque, mais voilà, c'est eux qui font la conversation. Mes parents sont très inquiets, ils me disent qu'on me reconnaît plus. En fait, je suis totalement froid et apathique. Je suis pas vraiment là, je suis devenu une coquille vide. C'est à ce moment-là que bah, celle que j'étais en fait a disparu. Et voilà, donc je reste environ un an dans cet état. Je continue mes études, bon an mal an, parce que malgré tout, en fait, malgré tout ça, malgré les hospitalisations, malgré les médicaments très forts, je sais pas trop comment, j'ai réussi à aller jusqu'en Master 2. Je perds quand même les opportunités professionnelles à cause de cette sédation. Enfin, mes encadrants de stage trouvent que je manque de dynamisme et que je communique pas assez, alors que ma personnalité naturelle est plutôt celle d'une personne qui communique beaucoup et qui s'exprime beaucoup. Mais là, j'ai perdu ses capacités. Et d'ailleurs, à Sainte-Anne, ils me font passer les tests de QI, et j'ai perdu environ 20 points de QI par rapport au test que j'avais passé à 17 ans. Donc sur Risperdal, j'ai perdu 20 points de QI. Pour
pour vous dire l'effet sur mes cognitions, tout simplement parce que j'arrive plus à réfléchir, à m'exprimer. Donc je reste environ un an dans cet état, et puis mes parents insistent, ils lâchent pas l'affaire, en fait, ils se sont toujours battus pour que je redevienne moi-même. Et puis bon, ben, mes parents lâchent pas l'affaire, et puis un jour je vais voir mon dealer, puis je lui dis oh bah ça fait longtemps que j'ai plus de voix, je pense qu'on peut baisser le traitement, on peut l'arrêter. Et lui, bon bah très bien, sans plus de précaution, hein, toujours les consultations de 5 minutes, on commence à baisser le traitement, donc il y va franco, on enlève 2 mg par mois. Et puis, c'était en octobre 2022, et vers le mois de décembre, bah, j'ai de nouveau de l'anxiété, j'ai de nouveau les voix qui reviennent un peu, mais j'ai aussi des émotions positives qui reviennent. Je retrouve, et c'est là en fait que je commence à renaître petit à petit. C'est là que ma personnalité revient, que je redeviens qui je suis, ou plutôt que je deviens tout simplement qui je suis, parce que je l'avais jamais vraiment été. Parce que au fur et à mesure, je retrouve mon dynamisme, je retrouve je retrouve ma joie de vivre, et puis petit à petit, je retrouve aussi mon esprit critique, et la colère revient. Et même si au début du sevrage, les voix sont là, je me laisse pas faire. Je me dis, bah, c'est pas grave, je continue comme ça parce que j'ai des émotions et que c'est tellement important d'avoir des émotions. Je trouve mes émotions face à la musique, ce que j'avais perdu. J'écoutais plus de musique depuis des années, depuis tous ces traitements, et puis là, un jour, je tombe sur une musique que j'aimais bien et je ressens une émotion très forte, et tout d'un coup, bah, cette émotion-là est revenue. Je ressens aussi pour la première fois beaucoup de colère envers les psychiatres parce que j'ai eu tous les diagnostics de la Terre, parce que j'ai eu tous ces traitements. Bah, ils ont testé comme ça, il y a eu de l'acharnement thérapeutique, ils ont testé 5 ou 6 traitements sans, sans jamais que ça marche, ils se sont acharnés, ils ont augmenté les doses au maximum. Mais en fait, je comprends que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont voulu éteindre le feu en moi. C'est que ma souffrance était telle que voilà, ils m'ont totalement sédaté quand j'ai presque plus de risperdal. Après une période un peu difficile, on trouve une dose basse à laquelle j'ai des émotions et où les voix ne sont pas là. C'était un moment où je tenais un journal, et puis je me disais tiens, ça fait 2 jours sans voix, ça fait une semaine sans voix, ça fait un mois sans voix. C'est ça, et d'un coup j'ai de la place pour réfléchir. Et je ressens beaucoup de colère parce que je me rends compte que pendant toutes ces années, j'ai été en quelque sorte manipulée. Les psys m'ont toujours dit oui, mais ça va aller mieux, ça va aller mieux avec ce traitement. Et moi, je les ai toujours écoutés aveuglément parce que je pensais que la psychiatrie avait toutes les réponses. Et j'étais à la recherche du bon diagnostic qui pourrait m'aider à me comprendre, qui me permettrait de comprendre ma souffrance. Il a fallu que je disparaisse et que je fasse ce pas vers la lumière, que je ressorte d'un coup du cercueil des neuroleptiques et que je revienne. Mais celui qui est revenu, il a surpris tout le monde. Parce que c'est pas, c'est pas C qui est revenu, c'est Gaspard qui est revenu. Et Gaspard, il en avait gros sur la patate. J'ai pris conscience en fait que pendant toutes ces années, tout ce que je pouvais penser sur mon genre, sur mon corps, ça avait été totalement effacé par ma souffrance. J'étais omnibulé par le fait de trouver un sens à ma souffrance, de trouver le bon diagnostic, de passer tous les tests de la Terre pour comprendre ce qui s'était passé. Qu'en fait, je m'étais jamais intéressé à qui moi j'étais, qui y avait derrière cette souffrance. Et puis j'avais oublié mon corps aussi. Et j'étais totalement dissocié en fait de mon corps. J'avais même pas réalisé que j'avais pris 15 kilos. Puis d'un coup, je me mets à habiter mon corps. Je prends conscience qu'il est là et que ça me plaît pas, mais que je peux changer. Et je me mets à faire des choix en fait. Et je me rends compte que jusque-là, on m'a jamais vraiment laissé m'exprimer comme je le voulais. Et je ressens d'un coup cette colère qui me pousse à enfoncer des portes. Et j'y vais, quoi, je fonce. Donc je prends conscience que je suis un mec trans. Et ça va assez vite. Je me dis, je vais changer de prénom. Donc assez vite, je l'annonce à mes amis. Et puis les choses s'enchaînent. Et pour ça, il a fallu que je fasse ce geste émancipatoire de me couper les cheveux. Et ce que j'avais jamais osé faire parce que mes parents voulaient pas et que je faisais toujours ce qu'ils me demandaient. Et en me coupant les cheveux, c'est là, c'est le 6 mars que j'écris sur mon journal Gaspard Sisborn.
c'est là en fait que je deviens enfin moi-même parce que je me libère des carcans qu'on m'avait imposés. Je me suis libéré de la psychiatrie un peu par hasard, ça a été comme ça une porte ouverte et je l'ai prise. Et puis quand les voix m'ont quitté, bah elles ont laissé place à la réflexion et les digues qui maintenaient en place tout le déni que j'avais pu avoir sur qui j'étais ont sauté. Et en fait, bah, il y a un fleuve qui a commencé à couler avec ses pensées sur qui j'étais, sur le fait que j'étais un mec trans, et j'ai suivi le cours de l'eau, et je suis redevenu moi-même. Et puis, il y a aussi le fait que dans tout ça, je me suis rendu compte, notamment aussi en rencontrant le rêve, que bah, en fait, j'étais pas. Même si j'avais été diagnostiqué entre guillemets psychotique, en fait, la psychose, elle a été créée par les médecins, parce que c'est eux qui m'ont mis dans cette case. Mais en fait, ils ont jamais creusé au niveau des traumas. Ils ont jamais été voir plus loin. Et du coup, bah, j'ai cette colère envers la psychiatrie. Mais c'est cette colère qui m'a apporté, qui m'a permis de m'émanciper. Et du coup, j'ai rencontré le rêve et c'est là que j'ai compris que les voix aussi pouvaient venir des traumatismes. Et ça n'avait jamais été creusé. Et pourtant, bah, tout faisait sens. Parce que je suis né dans la mort et que j'ai eu des voix morbides. Et que finalement, mon parcours s'est achevé par la mort de celle que j'étais sous neuroleptique et je suis revenu. Aujourd'hui, je dirais que ce qui ressort le plus depuis que j'ai arrêté les neuroleptiques, c'est que tout le monde m'a dit, même les personnes qui savaient pas que j'étais sous neuroleptique et qui me connaissaient à peine, oh bah t'es plus vivant, t'as plus d'énergie, t'es plus authentique. Et c'est vraiment ça, quoi. Je suis redevenu vivant alors que j'étais plus là. J'ai aussi réussi à arrêter la cigarette, que j'avais commencé évidemment en HP parce que tout le monde fumait. Et quand les voix ont disparu et que bah, j'ai plus besoin de fumer parce que fumer c'est aussi un mécanisme pour faire baisser pour lutter contre les neuroleptiques apparemment, enfin ça réduit les effets, bah j'ai plus besoin de fumer et je suis passé à la vapote et du coup j'ai été aussi libéré de cette addiction. J'ai fait des choix tout simplement sous le signe de l'autodétermination parce que pendant tout mon parcours c'est ce qui a manqué, c'est le fait que on m'a prescrit des médicaments sans vraiment me dire bah quand était la fin, ce qui allait m'arriver. On m'a prescrit des neuroleptiques sans me parler des effets secondaires, en niant le fait par exemple que j'avais des tremblements, ou alors en me disant oh mais ça va passer, ou en me balançant un autre médicament pour corriger les tremblements, ou alors le psy qui m'a ignoré quand j'ai dit que ça faisait un an que j'avais plus libido et plus mes règles, alors que j'avais 23 ans quoi. Et voilà quoi, tout ça est revenu, plus ou moins d'un coup, ce qui a été assez perturbant, ça m'a fait comme un mélange d'émotions très très fort, mais ça m'a aussi donné la volonté de me battre pour les autres personnes qui se sont perdues au pays de la psychiatrie, qui pensaient que les psychiatres leur apporteraient des réponses, alors qu'en fait, moi, toutes les réponses qu'on m'a apportées, c'est des réponses médicamenteuses, et en fait, ben, ces médicaments, ils font rien de bon, quoi, ils font que sédater. Et aujourd'hui, je joue encore le jeu des psychiatres, c'est-à-dire que j'ai peut-être trouvé la perle rare qui m'écoute, mais je reste fondamentalement anti-psychiatrie. Je reste convaincu que aujourd'hui bah, j'ai un trauma supplémentaire, celui de la psychiatrie, c'est celui d'avoir vu ma personnalité réduite à néant pendant tout ce temps et d'avoir perdu du temps. J'ai l'impression qu'on m'a volé ma vie. Je supporte plus les lieux clos ou d'être enfermé parce que ça me rappelle l'HP où les portes étaient fermées. Et finalement, j'ai aussi compris avec le rêve que ce qui était important, c'était aussi que c'était à moi de donner un sens à ce qui m'est arrivé. Parce que la neuropsychiatrie que j'ai fréquentée, bah, ils voyaient que les symptômes et tel symptôme, tel médicament, c'est réglé. Et c'était une histoire de déséquilibre chimique dans le cerveau. Parce que ils ont une théorie comme quoi les médicaments font baisser le taux de dopamine dans le cerveau, donc les personnes qui entendent des voix ont trop de dopamine, donc faut les réguler. Alors qu'en fait, c'est pas prouvé et c'est tout simplement des mythes qui sont faits pour qu'on avale gentiment les neuroleptiques. Avec le rêve, j'ai compris que bah voilà, les voix étaient sans doute liées au traumatisme que j'ai vécu, à ce trauma de la mort. Et j'ai compris aussi aujourd'hui que même quand les voix reviennent, et très rarement, bah elles ont un sens. C'est qu'elles ont pour but de m'avertir que quelque chose ne va pas.
que je dois me reposer, que je dois me calmer, que là j'ai eu trop de stress, et ben grâce à ce choix finalement d'autodétermination un peu ultime qu'est celui de la transition, ce choix où en devenant un homme, je défie les normes patriarcales, je m'écarte radicalement des normes du genre, mais en fait c'est pour l'honneur moi-même, et c'est aussi pour ça que j'essaie de faire une transition qui est la moins médicalisée possible, que j'ai vu une psy mais qu'elle me laisse un peu faire ce qu'elle veut, faire ce que je veux, et et que je choisis les étapes à laquelle va ma transition, et qu'aujourd'hui ça va vite parce que dans ma tête quand je suis passé d'athée ça va vite. Il y a des gens qui parlent à Dieu avec leur voix. Moi je pense pas que je parle à Dieu, mais je pense que j'ai trouvé mon destin. Je pense que j'ai trouvé la force en moi, cette force un peu divine d'affronter les choses et de me battre pour aller mieux, pour être qui je suis. Et voilà quoi, cette force un peu divine, cette force un peu nietzschéenne, d'aimer son destin. Je pense que les voix, finalement, elles ont ce rôle d'avertisseur. Et qu'aujourd'hui, j'écoute les avertissements, mais je suis libéré des voix. Parce que j'ai fait suffisamment de choix dans ma vie pour me permettre d'être stable et heureux. Parce que c'est aussi quand j'ai arrêté les neuroleptiques que j'ai compris que j'en avais marre de vivre chez mes parents. Et que je suis parti un peu d'un coup, mais que ça a été bénéfique. Ça m'a permis de me libérer. Et finalement, c'est ça, parce que toute mon histoire avec la psychiatrie, ça a été de m'enfermer, de me contraindre à ce rôle de femme docile que je n'étais pas. Et finalement, c'est quand j'ai arrêté les neuroleptiques que j'ai compris que j'ai jamais été cette femme docile, qu'au fond de moi, il y a juste un mec énervé, un mec qui se reconnaît dans le récit des ondeurs de voix et d'autres psychiatrisés, et qui veut plus que ça arrive, parce que tout simplement, on a l'impression que les diagnostics aident. C'est vrai que ça peut aider, mais en fait, les psychiatres se servent des diagnostics pour soumettre aussi à la médication. Et maintenant, je me dis plus psychotique, parce que psychotique, c'est un diagnostic qui a été inventé pour forcer les gens à prendre des neuroleptiques. Je suis tout simplement une personne à qui ça arrive d'entendre des voix, et je suis aussi rescapé de la psychiatrie. Voilà.